Merci d'être présent pour cette soirée, une soirée de plus dans cette série qui consiste à faire dialoguer la bande dessinée avec les autres arts. Nous avons ensemble fait dialoguer ici à la DAGP qui, pour ceux qui ne seraient pas habitués, est une société d'auteurs qui est là pour, entre autres, récupérer les droits pour les artistes, mais aussi pour aider des festivals, mais aussi pour exposer. Vous verrez ici des artistes toujours exposés à la DAGP, pour également faire vivre les droits des auteurs en se battant, par exemple, au niveau européen, en ce moment, sur les droits voisins, l'intelligence artificielle, ses conséquences, enfin bref, une société d'auteurs très active. Cette société d'auteurs réunit une quarantaine de professions, de l'image. Il y a évidemment des photographes, des peintres, des auteurs de bande dessinée, des designers, des architectes même, des street artistes et bien d'autres. Et donc, depuis maintenant un an et demi, nous faisons dialoguer la bande dessinée, qui est un peu notre champ à nous, avec les autres arts. On a vu ainsi la bande dessinée dialoguer avec la peinture, puis avec l'architecture, avec la photographie. Et nous voilà donc, nous avons eu envie, avec la DAGP, de faire dialoguer la bande dessinée et le design. Pour faire dialoguer la bande dessinée et le design, nous recevons ce soir Philippe Cuny. Philippe Cuny, qui est créateur de Lampe. Et pourquoi un créateur de lampes ici pour dialoguer avec la bande dessinée? C'est que lui-même et ses lampes dialoguent avec la bande dessinée depuis déjà un certain temps, voire quelques décennies. Nous avons également avec nous Didier Passamonique, qui est directeur de la rédaction d'ActuABD, un site référence sur la bande dessinée, mais aussi éditeur depuis cela 45 ans à peu près, et peut-être un peu plus. Toujours est-il qu'en Belgique, et on verra, très lié à cette histoire de design et bande dessinée. Et nous avons également avec nous Éric Dubois, professeur à l'école Boulle et par ailleurs administrateur de la Fondation Jacobs. L'honnêteté nous pousse à dire qu'il y a 2 administrateurs de la Fondation Jacobs dans cette salle, mais par ailleurs, c'est sans doute le plus costaud en ce qui concerne l'appréciation du travail de Jacobs et notamment son rapport, on va le voir, avec le design et la manière de faire dialoguer les deux. Et nous avons également avec nous Madeleine Demille, illustratrice, Madeleine Demille, coloriste, qui nous accompagne parce qu'elle a aussi accompagné très longtemps le regretté Ted Benoît. Et donc son travail a consisté, entre autres, à illustrer les nouvelles adaptations, enfin les successeurs de Jacobs sur Blake et Mortimer. Et donc que ce soit Ted Benoît sur 2 albums et que ce soit André Juillard sur 7 albums. 7, je crois que c'est 7 albums également. Donc nous allons dialoguer de tout cela. Peut-être une première question. Tout le monde ne connaît pas l'école Boulle. Je voudrais juste un mot, s'il vous plaît, Éric, si vous pouviez prendre le micro. Chacun aura un micro. Et donc, peut-être nous dire en quoi consiste l'école Boulle pour qu'on comprenne un peu le rapport avec le design. Oui. L'école Boulle fête l'année prochaine ses 140 ans. Donc déjà, c'est l'une des plus anciennes écoles d'art appliqué, de métiers d'art de France et sans doute du monde. Elle se divise en 3 grandes parties, l'architecture intérieure, le design de mobilier et l'agencement. Et pour ma part, j'interviens dans un département qui s'appelle événements et où on s'occupe de scénographie d'exposition, de scénographie commerciale, de petits, moyens et grands volumes de communication dédiés à tous les espaces qui ne sont pas des espaces où on habite, mais des espaces dans lesquels on circule, notamment dans le cadre d'expositions. Réflexe professionnel, vous êtes arrivé, vous avez dit « Oh, les chaises !» Oui. Alors, oui. Deux mots sur ces chaises. Pour parler de design et de bande dessinée, on est assis sur des chaises des frères Bouroulec, donc déjà, on est déjà assis sur quelque chose qu'on connaît, qui est bien identifié dans le design du début des années 2000, qui est une chaise dessinée par 2 designers français d'origine bretonne, qui sont quand même extrêmement reconnus à l'international aussi, qui sont édités par une enseigne qui s'appelle Vitra, qui est vraiment là aussi un gage de qualité dans le design. Donc on n'est pas assis sur n'importe quoi. Voilà.
On n'est pas assis sur n'importe quoi, on n'est pas éclairé n'importe comment non plus, hein, ça vous nous voyez bien. L'occasion de parler peut-être du travail d'abord de Philippe Cuny. Philippe Cuny, vous êtes créateur de lampes. On va voir quelques-unes de vos lampes, et notamment de vos lampes associées à des images qui vont passer sur l'écran pendant vos interventions. D'abord, 2 mots, comment avez-vous eu envie de devenir créateur de lampes? Prenez un micro, s'il vous plaît. Comment dire, alors je ne saurais pas trop m'expliquer comment ça s'est passé. Je sais que c'était en 1985, donc il y a 40 ans, et que j'étais en fait à ce moment-là en fac d'économie, que je ne savais pas exactement ce que je faisais là. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse autre chose. Et autour de moi, j'avais des amis qui étaient artistes, peintres, ou qui étaient dans la publicité. Et je pense qu'à leur contact, le fait de ne pas être tout à fait heureux là où je me trouvais, et peut-être qu'à leur contact, ça m'a encouragé à faire quelque chose que je voulais probablement faire déjà depuis un certain temps, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte, quoi. Donc, j'ai... alors, en fait, à vrai dire... tout au long de ces années, parce qu'en fait ça fait maintenant 85, ça fait 40 ans, j'ai plutôt fonctionné comme un artisan en fait que comme un designer. En fait, je préfère le préciser, c'est-à-dire qu'en fait quand j'ai commencé à travailler, j'ai immédiatement trouvé comment fabriquer mes objets, parce que j'avais conçu, en allant dans des endroits comme Weber, on en parlait tout à l'heure, qui était espèce de royaume de l'artisanat à Paris, Weber métaux, Weber plastique, et où là je me fournissais donc de ce dont j'avais besoin pour fabriquer les objets que j'avais créés. Donc j'ai démarré un peu comme ça, c'est-à-dire en fait vraiment pas comme un designer qui fait une école, et ça, bon, Eric connaît bien le sujet. Voilà, j'ai pas fait d'école de design, donc j'ai fait tout au plus un stage d'une année dans une école qui s'appelle l'ENSI, donc l'École nationale supérieure de création industrielle, où là j'ai pu savoir ce que c'était que le design, mais bon, en dehors de ça, et tout au plus, quand j'ai commencé à créer, quelques sociétés sont venues me trouver parce que, comme les objets que j'avais faits se vendaient, j'avais eu cette chance. Donc du coup, certains éditeurs étaient venus me trouver en me disant: est-ce que vous ne pourriez pas faire aussi pour nous des lampes, des objets, de art de la table, etc. Donc ce que j'avais fait, mais c'est pas vraiment, en fait, encore une fois, ce qui a représenté mon travail pendant 40 ans, quoi. Beaucoup d'humilité dans la manière d'approcher la chose. Alors ça, c'est pour les lampes. Et comment êtes-vous tombé dans la bande dessinée? Parce qu'on va voir après le lien entre les deux. Tu veux dire à quel moment j'ai commencé à lire les bandes dessinées, ou à quel moment l'histoire... les bandes dessinées, je suis tombé dedans tout jeune, hein, je pense que peut-être comme nous tous. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment... moi, j'avais, pour revenir au tout début, j'avais un oncle qui avait 20 ans de plus que moi, et qui est décédé à une vingtaine d'années, 21, 22 ans, dans un accident. Et en fait, je me suis retrouvé, en allant chez mes grands-parents, à aller dans sa chambre, comme si c'était en fait ma chambre. Et en fait, il avait une collection absolument fantastique de bandes dessinées. Il avait tous les Tintins, tous les Black et Mortimer, tous les Corentin, Spirou, Jean Valardy, enfin voilà, et qui était en fait, je pense, parmi les bandes dessinées les plus géniales que j'ai pu lire dans ma vie. Donc on parle là de l'école franco-belge, ouais, voilà, des années 50, les années 60. Donc j'ai lu en fin de compte, quand j'ai commencé à lire des bandes dessinées, peut-être pas quand j'avais 2-3 ans, parce que disons à partir de 3-4 ans, j'avais le droit de lire toutes ces bandes dessinées. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai commencé à lire des bandes dessinées finalement, je me rappelle, il avait aussi gardé tous les fascicules, tous les magazines, toutes les revues depuis 1946 à peu près. Et moi, j'ai lu tout ça, et en fait, et quelque part, j'ai l'impression un peu d'avoir une culture de quelqu'un qui aurait, disons, 20 ans plus que moi, quoi, en fait, 84 ans, quoi. Et du coup, après, quand j'ai moi-même lu des bandes dessinées, j'ai continué à lire des Spirou, des Tintins, toute cette mouvance, Tiff Tondu, Gilles Jourdan, enfin tout ça qui m'a vraiment marqué. Et voilà, quoi.
des noms qu'il faut retenir parce que ce sont des noms qui seront reprononcés sans aucun doute ce soir, dans la mesure où il y a là déjà tout ce qui va être au cœur du lien entre bande dessinée et design. Didier Passamonique, je vous dirais bien comment êtes-vous tombé dans la bande dessinée, tout petit également, à Bruxelles sans doute. Bah oui, moi j'ai pas de mérite, je suis né en Belgique. Donc j'ai dû découvrir le journal Bravo, journal des années 40, alors que j'avais 12 ans, dans un grenier à côté de chez moi. Et donc mon frère et moi, on était deux jumeaux, on était des grands collectionneurs. Et à l'âge de 14 ou 15 ans, on avait déjà quelques milliers de bandes dessinées dans nos bibliothèques. Et mieux que ça, tout Bruxelles vous connaissez et les auteurs vous connaissez. Voilà, mais surtout on faisait un trafic d'enfer de vieilles BD, sachant qu'il y avait une différence de cote entre Paris et Bruxelles qui était vraiment importante. Et donc on passait la semaine à écumer les marchés et les bouquineries, et puis le dimanche, les libraires parisiens prenaient le train, venaient nous acheter des piles de BD. Et puis ma mère, voyant des sommes importantes, hein, on parle de peut-être de 2000, 3000 euros sur la table, elle demande: mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Ben, on va racheter d'autres bandes dessinées, pardi. Et donc voilà comment on est tombé dedans. Et puis à 14 ou 15 ans, on constate que Hergé est dans l'annuaire, Franquin aussi, donc on les a appelés. Est-ce qu'on peut venir vous dire bonjour? Oui. Ce qui fait que j'ai personnellement connu Jacobs, Hergé, Franquin, Tillieux, Giger. Non, je ne suis pas né au XVIIIe siècle. Donc voilà comment. Et puis je suis rentré en fac de journalisme à 18 ans et à 19, j'étais déjà éditeur, donc voilà. Et on en reparlera. Absolument, absolument. Ouais. On a entendu 2 mots sur l'école Boulle, mais vous, votre rapport à la bande dessinée, Éric Dubois, c'est aussi l'enfance ou c'est beaucoup plus récent? Comme lecteur, oui, l'enfance, avec Astérix, évidemment. J'ai dû emprunter 25 fois l'Odyssée d'Astérix à la bibliothèque. Et puis après, c'est plutôt l'adolescence, en commençant les études d'art appliqué, où là, la bande dessinée, c'était d'abord des dessinateurs, et c'est vraiment le rapport au dessin qui m'intéressait en premier dans la bande dessinée, pour s'entraîner à dessiner à partir de Caz, de Bilal, de Moebius, tous ces auteurs dont la manière de dessiner me fascinait littéralement, puisque je découvrais en parallèle dans mes études les outils qui me permettaient d'essayer de comprendre comment ils obtenaient tels et tels effets que je voyais dans leurs albums. Et puis, c'est resté quelque chose, je dirais, voilà, du côté du simple lecteur et fan de dessin. Et beaucoup plus tard, après avoir commencé à enseigner, j'ai eu l'occasion de travailler au Musée des Arts et Métiers. Et le Musée des Arts et Métiers s'est intéressé à la bande dessinée. Il y a d'abord eu une exposition consacrée à Bilal, que j'ai suivi de très très loin, mais j'étais là à ce moment-là. Et puis, quelques années plus tard, pas longtemps après, vers 2016, une exposition consacrée au dessin qui s'appelait Machine à dessiner de François Skeuten et Benoît Peters, dont j'étais l'assistant au commissariat. Et donc, disons, mon rapport à la BD a croisé l'enseignement, a croisé l'histoire des techniques et l'histoire du design auquel je formais aux arts et métiers. Et puis, malheureusement pour moi, je dirais, François Skeuten s'est mis à dire beaucoup de bien de moi à tout le monde, hein, du côté de Bruxelles, à quel point j'étais bankable et que c'était tout à fait possible de travailler avec moi, voilà, qu'en tout cas, lui, il me faisait confiance. Donc les autres se sont mis à me faire confiance puisque François l'avait dit. Et puis il y a eu l'expo de science-fiction consacrée à Blake et Mortimer en 2019 aux Arts et Métiers, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et puis nous nous retrouvons ensemble à la Fondation Jacobs. Vous l'aviez vu, cette exposition science-fiction micro? Oui, bien sûr, c'était il y a 4 ans, 5 ans. C'était 2019-2020. Ah oui, d'accord, 5 ans. Ouais. Oui, je l'avais vu, bien sûr, j'ai beaucoup aimé. J'avais acheté le catalogue, d'ailleurs. Bien. Madeleine 2000, votre rapport à la bande dessinée? Moi, c'était plutôt le journal de Charlie, actuel, ces choses-là, quoi.
Petite, c'était Bécassine, Tintin. Voilà. Charlie Mensuel, c'est Oui. ça, c'était Donc là, on est dans les années 70. absolument. Et 69. alors, je n'ai pas précisé directeur d'Actua BD, éditeur et historien de la bande dessinée. Donc chaque fois qu'il faudra quelque chose de précis, je ne doute pas que Didier Passamonique prendra le micro. Mais donc, qui a duré dans les années 70, c'est là que nous l'avons lu, Oui. absolument. Et vous-même, à titre personnel, étiez-vous attiré dans votre pratique artistique ou pas ? Pas spécialement, mais bon, c'est venu petit à petit, quoi. Je veux dire, avec l'écho des savanes, Métal Hurlant, toutes ces choses-là, quoi, tous ces journaux à suivre, oui. Et votre travail de coloriste, alors ça, vous avez été illustratrice, et coloriste, c'est arrivé comment ? Ben, surtout par la pub, parce que dans les années 80, il y avait vachement de pubs. Et vachement de pubs qui fait appel à des dessinateurs, et notamment des dessinateurs de bande dessinée. Oui, je crois que dans la salle, il y a Alain Lachartre, qui est ici, et à qui on doit notamment ce livre Objectif Pub, qui rassemble tous les travaux, enfin un nombre conséquent de travaux qu'il a fait réaliser à des auteurs de bande dessinée des années 80, qui est ce moment clé où alors que dans les années 70, on avait coutume de dire la pub nous prend pour des cons, la pub nous rend cons. Les auteurs des années 80, eux, ont foncé dedans en disant c'est super, moi je le fais avec autant de plaisir, autant de bonheur que quand je fais mes propres bandes dessinées. Et notamment Yves Chaland, et je vois qu'Isabelle Bomenet-Chaland n'est pas loin. Effectivement, vous étiez dans cette mouvance-là. Oui, plutôt, oui. Et c'est là, c'est à cette occasion, par exemple, que vous avez rencontré, ou c'est beaucoup plus tard, Ted Benoît Non, Ted Benoît, je l'ai rencontré à Libération. À Libération. Parce qu'il faisait une rubrique sur le cinéma. Et moi, j'avais une rubrique chaque semaine. Et on s'est rencontrés comme ça. Parce que je dis ça, parce que ce que vous voyez derrière là, qui est en train de passer, c'est effectivement du Ted Benoît. Nous parlons ce soir bande dessinée et design. Le design, qu'est-ce que c'est ? Comment on pourrait en parler ? On pourrait dire quoi ? Ce sont des objets, ça va du réfrigérateur à la voiture, ça va du porte-clés au costume éventuellement. C'est quoi le design ? Qu'est-ce que ce serait le design pour vous, Éric Dubois ? Je sentais qu'elle était pour moi, celle-là. Question épineuse, j'ai combien de temps ? Je vais essayer de faire court. Non, on ne peut pas faire court. En fait, il y a plusieurs définitions qui cohabitent, qu'on l'entend dans son sens le plus courant comme un adjectif pour dire ça, c'est design, et qu'évidemment les puristes ou les praticiens ont tendance à mépriser comme sens, puisque souvent ils se confondent avec une approche superficielle de l'objet, exclusivement esthétique, sans considération ni pour l'usage, ni pour la technique, ni pour l'ergonomie ou toute autre, je dirais, approche fondée sur un cahier des charges et la réponse à un besoin. Le deuxième niveau, ça pourrait être ça, déjà d'être une réponse qui inclut non seulement la réflexion sur l'apparence, mais surtout le lien à l'usage, à des procédés de fabrication, aujourd'hui on pourrait rajouter une conscience écologique et tout un tas de valeurs morales qui viennent aussi s'agréger autour de ce terme, en tant que discipline un peu autonome, distante de l'art, distante de l'ingénierie, avec lesquelles pour autant le design entretient des liens assez étroits. On peut dire que c'est une méthodologie de création, un ensemble de compétences mobilisées pour répondre à un besoin de façon performante, économique, innovante si on peut, et qui prend en compte des aspects esthétiques, politiques, économiques, techniques, scientifiques de plus en plus, mais aussi, j'insiste, éthiques et moraux, parce qu'aujourd'hui le designer, alors ça c'est pas nouveau, il est coupable de toute façon d'être un suppôt du capitalisme depuis le début, mais on essaye de moraliser cette pratique et d'arrêter de faire grosso modo des bouches gonflables ou des choses qui ont été à une époque représentatives de ce qu'était le design et dont on essaie petit à petit de s'éloigner un peu pour faire en sorte que le designer du futur soit celui qui sauve la planète en fait. Je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est un peu cette direction-là. On voit le dialogue déjà entre technique et, vous disiez, à distance de l'art, mais quand même de quelque chose qui donne envie. Il y a du désir dans le design, Et dans la bande dessinée aussi, il y a du désir, et du désir dans ce qu'elle représente. Nous aurions pu commencer par dire, bon, allez,
Quelques exemples de design en bande dessinée. Il n'est pas utile de vous montrer une fusée à carreaux rouge et blanc pour que tout le monde l'ait en tête. Voilà, on sait exactement de quoi il retourne. C'est du design. Il n'est pas peut-être utile de vous montrer un masque avec des oreilles pointues, masque noir, une cape recouvrant un personnage sur une tour. Voilà, on est à Gotham City, c'est du design, le masque de Batman. Et allons jusqu'à Mickey. Mickey et ses oreilles. Ses oreilles de Mickey, vous avez sans doute déjà constaté, ou si vous ne l'avez pas encore constaté, vous ferez attention la prochaine fois, quelle que soit la position dans laquelle vous voyez le personnage, les oreilles de Mickey sont toujours les mêmes. C'est un logo, c'est du design. On échappe à la représentation pour rentrer dans quelque chose qui est du désir et de l'objet. Votre rapport, Didier Passamonique, au design, là, je voudrais tout de suite rentrer peut-être dans... Il y a eu une fausse piste, je vais tout vous dire. Moi, j'ai invité Didier Passamonique parce que Didier Passamonique, avec son frère, a été effectivement un éditeur qui a marqué dans les années 80, puisque c'était les éditions Magic Strip qui avaient notamment une collection Atomium 58. Atomium, c'est l'objet que vous pouvez voir là-bas, qui par hasard était dans le couloir de la DAGP et que nous avons immédiatement avant la rencontre installé juste à côté de nous pour que vous en ayez conscience. Mais quand j'avais ça en tête, Didier Passamonique lui m'a dit « Oh non, 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 mais moi je veux aller beaucoup plus loin ». Et il revient quasiment aux origines de la bande dessinée quand on lui parle de design. Pourquoi ? Mais oui, mais quand on m'explique que l'école Boulle a 140 ans, on est à peu près dans les mêmes eaux que la bande dessinée. Et en fait, s'il y avait une évidence, c'est qu'il y a un lien entre la bande dessinée et les arts appliqués, et pas seulement la bande dessinée. Je pense que là, en ce moment, je suis commissaire d'une expo pour le musée Guimet qui ouvre dans un mois. C'était un peu de publicité clandestine. Quand il y a les premières estampes japonaises qui vont arriver en France, il va y avoir une rencontre entre une façon de concevoir le dessin et différents paramètres, et notamment celui de l'impression. Le dessin japonais apporte une espèce de ligne claire, on en reparlera de cette ligne claire, qui est très utile pour les imprimeurs. Parce que les imprimeurs n'aiment pas trop le noir, parce que ça macule, c'est difficile à imprimer, et cette ligne claire va s'imposer en fait. Mais Thierry Grunstein fait l'erreur. Thierry Grunstein qui est un Grunstein, théoricien de la bande dessinée. Qui est théoricien et historien de Töpfer. Il est l'auteur d'un livre de référence sur Töpfer. Töpfer, auteur suisse. Il parle de ligne claire. Auteur suisse à qui un certain nombre de théoriciens octroient le privilège d'avoir inventé la bande dessinée. Ce qui est une erreur, mais bon, on en reparlera avec les Japonais au XVIIIe siècle. Non, ce qui est intéressant, c'est que avec quelqu'un comme Christophe, l'auteur du Sapeur Camembert, qui n'est pas du tout quelqu'un qui vient du dessin ou de la peinture, c'est un scientifique qui dessine sous pseudonyme pour ne pas se faire repérer. Son vrai nom était Georges Colomb. Ouais. Il venait Christophe. De Lure, en Haute-Saône. Je vois que même le Sapeur Camembert, ça te parle. Mais quand on regarde bien le dessin de Christophe, on voit qu'il est immédiatement inspiré par le dessin japonais. Et d'ailleurs, il y a une séquence de la famille Fenouillard qui se passe au Japon. Et en fait, il y a tout un mouvement qui est d'ailleurs lié à l'affiche. Lautrec, Chéret, ce sont des gens qui vont comprendre ce rapport entre le dessin et le support et la diffusion, parce que cette clarté est très favorable à la publicité. Et c'est là qu'on va commencer à jouer avec le design. C'est que quand on prend des illustrateurs comme Paul Iribe
qui arrive à ce tournant de siècle, on s'aperçoit que très vite la bande dessinée... Le tournant du siècle, c'est le tournant de 1900. Hein. 1900, oui. Oui, pas du XXe siècle. Mais ici, on le voit par exemple avec Winsor McCay, l'auteur de Little Nemo, l'américain. Little Nemo, qui est de 1904. On voit que déjà, le graphisme est très sophistiqué, alors que la bande dessinée vient de naître. Elle est née juste la décennie qui précède. Et très vite, il va y avoir des considérations qui sont à la fois d'ordre esthétique et d'ordre technique. Et par exemple, je pose souvent la question pourquoi la première bande dessinée américaine un peu connue qui s'appelle The Yellow Kid, pourquoi le Yellow Kid est yellow, pourquoi il est jaune? Parce que son éditeur venait de mettre au point la couleur jaune. En fait, c'était l'encre la plus difficile à imprimer dans des quotidiens. Et sur tout le siècle, c'était impossible d'imprimer avec de la couleur jaune. Et Pulitzer, il faut appeler son nom, a mis au point cette encre-là. Et le Yellow Kid, qui à l'origine était gris, il a demandé à Outcolt, l'auteur de Yellow Kid, de bien vouloir peindre son personnage en jaune. Et donc, pourquoi? Parce qu'il va créer un supplément du dimanche avec des bandes dessinées qui seront en quadrichromie en couleur, et ça va lancer la bande dessinée aux États-Unis et dans le reste du monde. Donc c'est ça qui est important de prendre. Il faut prendre en considération les questions techniques, mais aussi les questions de diffusion. Pourquoi la bande dessinée à la fin du XIXe siècle devient-elle mondiale? Qu'est-ce qui fait que nos bandes dessinées ne s'exportent pas aux États-Unis? C'est pas tout à fait vrai. Les images d'Épinal on le sait peu, mais ont été traduites aux États-Unis, ou en Hollande, ou en Allemagne. Mais pourquoi un auteur comme Willem Busch, qui graphiquement est aussi puissant, ou Carandache, qui sont graphiquement aussi puissants que les Américains, pourquoi eux ne passent pas les frontières? Pour des raisons techniques. C'est-à-dire que les Américains... c'est pas Trump qui a mis des droits de douane Non, ça n'a rien à voir avec les droits de douane, c'est lié à ce qu'on appelle les flancs d'imprimerie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les flancs d'imprimerie. En fait, aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelle des syndicates, c'est-à-dire des agences qui distribuaient la bande dessinée. Il y avait plusieurs milliers de journaux dans chaque ville, il y avait des quotidiens. Et donc il y avait des syndicats, enfin, des agences qui distribuaient du contenu de presse ou de la bande dessinée dans tous ces journaux. Et comment on faisait pour distribuer de la bande dessinée? Pour imprimer une bande dessinée, on n'envoyait pas la plaque de zinc. On faisait sur la plaque de zinc une forme qui était une espèce de papier très solide, qui prenait la forme de la plaque, et on envoyait cette forme qui pesait pas lourd, c'était une espèce de feuille de papier, à l'autre bout du monde. Et à l'autre bout du monde, on pouvait couler dans cette forme le métal qui allait servir à l'impression. Et ça, cette technique de diffusion américaine qui n'appartenait qu'à eux. Et ça a été le principal vecteur de distribution de cette bande dessinée américaine dans le monde. Et donc, de l'esthétique qui va avec. Et notamment des auteurs comme Woodcote ou comme Winsor McCay ou comme George McManus. Et on remarque avec George McManus qu'on a quelqu'un qui est extrêmement attentif au design. Il faut regarder la robe de cette dame, le costume du personnage masculin. Alors ce qui est intéressant, c'est en fait le bring up far, ça veut dire il faut qu'on arrive un peu à relever le père à un niveau intéressant, parce qu'en fait c'est un comment dirais-je, c'est un plouc qui a gagné tout à coup des millions et des millions de dollars, mais qui n'a pas envie d'être riche en fait. Et donc il va passer ses journées à aller jouer au billard et à aller boire des coups avec les copains, tandis que sa femme et sa fille, eux, rêvent d'aller dans le monde. Et donc eux, ils vont être très intéressés
à avoir un design, avoir des meubles qui sont magnifiquement dessinés, les plus belles robes, alors que lui, il faut vraiment l'obliger à porter le costume. Et donc ça donne un décalage intéressant. Et ça, c'est une bande dessinée sublime. On est en 1911, je crois. C'est une bande dessinée qui, graphiquement, au niveau du design, est déjà tout à fait parfaite. Alors je vous propose de faire une ellipse, comme on dit en bande dessinée, assez radicale, parce que si on suit Didier Passamonique, on est là encore demain matin, et c'est bien, c'est formidable. Mais on va passer d'un costume à l'autre, du costume de Bringing Up Father à celui peut-être je ne sais pas, d'un personnage de Chaland ou de Serge Clair qui est dans la salle. C'est-à-dire, tout d'un coup, on va passer dans les années 80 avec cette volonté de mettre en scène une modernité qui passe aussi bien par les costumes que par les objets, les voitures, les choses qui sont là tout d'un coup, celles de cette référence des années 80. Alors avant de redonner la parole à Didier Passamonique, peut-être passons par ceux qui ont connu ces années-là aussi. C'est dans les années 80-90 que vous faites la connaissance d'un certain nombre d'auteurs de bandes dessinées. Philippe Cuny. Oui, c'était en 83 que j'ai rencontré Marcelino Truong chez les Amis. Et Marcelino Truong, auteur de bande dessinée donc. Bien sûr, et peintre également, illustrateur. François Avril et Dominique Corbasson en 1987. C'est ma femme qui les connaissait, qui nous les a présentés. Et on est devenus évidemment amis, naturellement. Et en fait, alors là, c'est là en fait qu'a démarré en fait l'histoire de ces. Enfin, au départ, c'était pas des échanges, mais cette collection que tu connais, donc avec ces peintures, ces dessins avec qui représentent mes lampes que tu connais, et qui étaient exposées donc cet été aux Rencontres Chaland à Nérac. En fait, ça démarre de là parce que. En fait, c'est vrai que c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que si je n'avais pas rencontré des dessinateurs de bande dessinée, c'est certain que je n'aurais jamais eu de cette collection. Et c'est aussi une histoire d'amitié, puisque, en fait, au départ, c'est parce que nous étions amis qu'on se voyait, on allait évidemment dîner chez les uns, chez les autres. Et tu sais, quand on va dîner chez quelqu'un, on amène forcément un cadeau, une bouteille de vin, je ne sais pas, un livre, des fleurs. Et alors, systématiquement... Je vous ai apporté des bonbons. oui, peut-être aussi. Et en fait, François et Dominique venaient toujours avec un dessin, soit un dessin original, soit une litho, ce qui était formidable. Et en fait, c'est en 2004, donc on s'est connus en 87, donc c'était en 2004, donc 17 ans après, que soudain j'ai eu l'idée comme ça d'offrir une lampe à François et Dominique, qui était la lampe branche que tout à l'heure on a passée. Et en fait, c'est là que l'histoire a démarré, parce que voilà, en fait, j'avais offert cette lampe-là donc à François et Dominique, et c'était en 2004 donc, et en 2005, début 2005, quand ils sont venus à la maison donc pour un dîner. François m'avait apporté une petite boîte qui s'appelle Le Voyage à Tokyo. En fait, c'est une petite BD qui se déplie. Et, un Leporello. Un Leporello. Et au début de la BD, il y avait la lampe qui était dessinée. Alors, évidemment, moi, j'ai été extrêmement heureux de voir ma lampe dessinée dans cette petite BD. Et j'ai remercié. Donc, et à partir de là, donc, il a eu la gentillesse et la bonne idée de reproduire le geste à chaque fois, pratiquement quand on se voyait, en venant avec aussi des originaux, enfin avec mes lampes. Voici également. Un bout du Leporello. Voilà, avec la lampe qu'on voit à peu près vers le milieu de la. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré, donc de manière extrêmement simple, en fait. Et vous les lisiez, ces auteurs-là ? Ah oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré François Avril, je savais tout à fait ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, il y a une petite histoire qui est que
En fait, François, avec d'autres artistes, avait publié des petits dessins dans des agendas que faisaient Alain Lachartre et Martine Landon, les agendas. Durant 5 années, il y a eu des petits agendas qui sont sortis. Ils étaient toutes les 2 pages, il y avait un petit dessin d'un auteur connu ou parfois moins connu. Et François Avril, il signait Tex Avril pour s'amuser, peut-être pour faire comme Walter Minus, voilà. Et en fait, moi j'avais Walter Minus étant un autre auteur de bande dessinée, et se dit-il, est le frère d'Alain Lachartre, tout à fait. Et Tex Avril, vous avez compris le jeu de mots avec Tex Avril, évidemment. Et évidemment, moi, j'avais retenu ça, j'avais retenu Tex Avril. Et la première fois que je rencontre François, le premier dîner où nous allons chez eux, je me rappelle, je le vois et j'ai fait « Bonjour, Tex ». Et là, il m'a fait « Mais non, pas Tex. Non, ça c'était pour déconner, c'était pour... alors je me suis dit, c'est très très mal barré, là. C'est très mal parti. Très bien. On a vu passer une image de Madeleine 2000 avec la fameuse lampe, d'ailleurs, dupliquée comme ça, dans un fondu de gris. Vous-même, dans ces années 80, pour le coup, ce moment de la bande dessinée qui est de très référencé, ligne claire, avec Ted Benoît, par exemple, ils se connaissaient, ces gens-là, ou pas du tout? À fond. À fond. Et qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient un rapport intime à cette manière de regarder les objets ou de regarder le réel? Je ne sais pas exactement, mais je pense que c'était entre eux, quoi. Je veux dire, on avait les années 50, tout ça. Années 50. Oui, enfin, Ted avait beaucoup cette idée-là. Les autres, voilà, c'est... Les années 50, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui lui plaisait là-dedans? Parce que c'est vachement plus joli. Ah, c'est plus joli. C'est plus joli que nos chaises, pardon, des frères. Dans le Bouroulec. C'est pas de la nostalgie aussi? Non, je trouve les bagnoles, elles étaient vachement bien, par exemple. Pardon? Les voitures, elles étaient vachement bien. Les bagnoles. Les voitures étaient très bien, mais les voitures, lesquelles? Toutes les voitures? Non, nous, on avait surtout des voitures américaines. Vous en aviez? Mais quand ça tombait en panne, c'était dur à pousser, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. Vous avez eu plusieurs, Ted Benoît, et vous-même avez eu plusieurs voitures américaines? Moi, je ne conduisais pas. Ouais. Et vous avez eu quoi? Est-ce que vous avez dans la tête une encore? Ford, une Mercury, une Oldsmobile. Enfin, tout ça, c'est parti, mais bon. Et qu'est-ce qui lui, quand vous dites c'est joli, qu'est-ce qui plaisait là-dedans? Les lignes, le rond. Tout ce qui est rond, un peu comme ça, c'est vachement beau. Les flancs blancs. Les flancs blancs. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule, ok. Voilà, quoi. Didier Passamonique, vous, à cette époque-là, vous êtes éditeur, vous lancez une collection, Atomium 58, où on va voir débarquer toute cette jeune génération. Parce qu'à l'époque, c'est une jeune génération. Ce sont des gens qui ont, 20 ans Entre 20 et 25 ans. Ouais. Oui, il y a eu à cette époque-là une espèce de revival des années 50 et qui précisément passait par le design. On avait des dessinateurs qui adoraient le design d'un Raymond Loewy, par exemple. Grand designer américain, voilà. Raymond Loewy. Et puis il y a un événement qui est lié à l'Atomium de l'Expo 58, qui est donc comment dirais-je, c'est un atome, c'est un cristal de fer, et donc ça représente un atome, et donc pour ça que ça s'appelle atomium, qui est conçu par un ingénieur qui s'appelle Waterkine et par un architecte qui s'appelle Pollack. Et donc, ils vont créer cet objet-là. Qui est une structure de combien de mètres, vous savez? Qui fait une centaine de mètres de hauteur, qui existe toujours, qu'on peut aller visiter à Bruxelles. Les Belges en étaient très fiers. C'est votre tour Eiffel. Il y a un chroniqueur de l'époque qui dit que l'Atomium ressemble vraiment bien à la Belgique, parce que il est rond.
il est rond, lisse et brillant, tandis que la Tour Eiffel, vous avez l'aspect d'une vieille dame digne, mais point trop lavée. C'est un chroniqueur belge qui écrit ça à l'époque. Et surtout, cette Expo 58, qui est l'exposition universelle de Bruxelles, est un moment important dans la compréhension et la connaissance du design, parce qu'on va retrouver tout l'art moderne, au fond. Avant 58, c'était la peinture d'avant-guerre, les impressionnistes, etc., qui avaient le haut du pavé. Et on voit arriver à Bruxelles Jackson Pollock. Donc, la plupart des gens passent devant, disant mon fils de 6 ans peut faire la même chose, il suffit de clasher de la peinture sur le mur. Mais ils vont aussi découvrir le Corbusier, qui fait le pavillon français. Il y a toute une série de constructions. Il y a Spoutnik qui est exposé à cet endroit-là. Donc il y a une espèce de conscience du modernisme qui s'additionne à une espèce d'espérance pour le futur, pour la technique, pour la science-fiction. Enfin, la science-fiction va démarrer à partir de ces années-là. Il y a une espèce de projection comme ça qui va nous amener jusqu'à la Lune. Donc, et tout ça se trouve dans le design. Et nos auteurs belges ne vont pas rater le coche. Des gens comme Will, comme Franquin, beaucoup moins Tillieu, mais Gigé, par exemple. Mais Gigé, c'est déjà un peu plus ancien. Gigé, il arrive à choper ce que François Rivière appelle un style loustique, qu'il va emprunter aux Américains, parce que Gigé a habité les États-Unis. Et au fond, c'est l'Amérique qu'on voit arriver. Ces fameuses bagnoles, ces Buick avec des ailerons brillants. Et puis c'est la musique qui vient avec, c'est le rock, etc. Et donc tout ça va donner une espèce d'émotion graphique très forte, qui va être redécouverte par ces jeunes auteurs des années 80. Alors les années 50, si on va regarder, vous parliez de Franquin, Modeste et Pompon, dans Modeste et Pompon, l'intérieur de Modeste et Pompon, c'est un intérieur qui est effectivement avec un design particulièrement recherché, celui qui était chez Franquin, nous dit-on. Absolument. Voilà, Franquin faisait ses courses, si je puis dire, en termes de mobilier chez Techno, avenue Louise. Et donc, c'est les meubles techno de l'époque qui sont conçus par les meilleurs designers italiens qui meublent les canapés, les fauteuils. Tandis que l'intérieur de Félix, lui, ce sont des vieux fauteuils avec des lampes Murano. Donc, il y a une sensibilité, mais une sensibilité qui correspond à l'époque. C'est-à-dire que tout le monde voulait avoir des cuisines en formica, bicolore, des chaises en plastique, etc. Ça correspondait à une époque, c'était comme ça qu'on voyait la modernité. Et à côté de ça, on a un Jacobs qui, lui, va... Pendant longtemps, en lisant Jacobs enfant, je croyais, comme beaucoup de monde sans doute, que ce monsieur était anglais, évidemment. Et parce qu'avec ses personnages, et surtout son décor, ses intérieurs, il nous amenait dans le Londres de juste l'après-guerre. Comment travaillait-il son design? Parce que là encore, je vois sur votre veste oui, je vois que vous avez on parlait tout à l'heure d'une fusée rouge et blanc à carreaux. Là, c'est un autre objet qui vole et qui est à la fois un sous-marin et un avion. C'est l'Espadon de Jacobs. Comment travaillait-il à la fois ses intérieurs et ces objets les plus modernes, les plus inventés possibles? Éric Dubois. Comme ça a été dit par rapport à Franquin, l'intérieur de chez Blake et Mortimer et l'intérieur de Jacobs lui-même se ressemblent beaucoup, à tel point que les photos qui ont été souvent publiées dans le journal Tintin ou qu'on conserve à la Fondation Jacobs et qu'on expose lorsqu'on en a l'occasion, montrent effectivement une très grande proximité de goût. Et Jacobs n'avait pas un intérieur très design au sens moderne du terme. Mais pas du tout.
C'était au contraire beaucoup plus médiéval, orientaliste, beaucoup d'armes, quelque chose, j'irais à l'image aussi des valeurs de Blake et Mortimer, d'un monde un peu plutôt celui du 19e siècle, inspiré de l'Empire, de cette idée voilà, d'un empire qui s'étend sur tous les continents et dont les savoir-faire, les objets, que ce soit des masques japonais, une armure médiévale, cohabitent dans un décor censé l'inspirer et qu'il a projeté assez naturellement, je pense, dans ses histoires. En tout cas, l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais. Exactement. Vous vouliez dire un mot? Oui, Didier il ne faut jamais oublier avec Jacobs deux choses. D'abord, il dessine avec difficulté. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un homme de théâtre, d'abord. Il est baryton avant la guerre. Sa volonté, c'était de faire de l'opéra. Et puis, il est engagé, il commence sa carrière à l'Opéra de Lille. Et puis, c'est la guerre. Et puis, il y a une frontière entre la France et la Belgique. Et la guerre fait qu'il ne peut plus se produire à l'Opéra de Lille. Donc, il n'a plus de boulot. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à un de ses amis, parce qu'il avait fait les Beaux-Arts à Bruxelles, à un de ses amis qui est Jacques Lody. Et Jacques Lody va le faire engager donc, dans le journal Bravo. Et dans la BD, il va retrouver ce qu'il trouvait dans le théâtre, dans l'opéra. C'est la composition, c'est une mise en scène. Madeleine, vous vouliez dire? Le micro. Le gestuel. La gestuelle. La gestuelle. Le goût des décors. Voilà, les personnages de Jacobs. Les costumes. Ouais, Thierry en tenait bien compte, non? Thierry, c'est Ted Benoît. Ouais. Ted Benoît qui a dessiné Blake et Mortimer. Était très inspiré par ça. C'est très dynamique en fait, quelque chose de très dynamique. Oui, puis en même temps, il y avait des poses, les mains, mais la façon de... Il y a un maniérisme chez Jacobs. Et donc, il aborde certes le graphisme des intérieurs londoniens, etc., mais avec une espèce de perfection de la ligne qui lui vient d'Hergé. Et Hergé, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études d'art, mais qui est photograveur. En fait, ses débuts au XXe siècle, c'était... Le XXe siècle, c'est le journal. C'est le journal, le XXe siècle, donc c'est la photogravure. Donc il est sensible à la ligne. Et puis surtout, il va regarder le Bauhaus. Quand on voit Tintin en Amérique, on voit l'école de Chicago. On peut reconnaître qu'il se compose dans cette avant-guerre une culture graphique qui passe aussi par le Japon et par le dessin chinois grâce à Chang. Et cette culture graphique va rencontrer Jacobs, qui a une autre culture graphique, et ça va faire la ligne claire du journal Tintin, que tout le monde va imiter dans les années qui suivent. Éric Dubois, on voit passer quand même des images, parce que vous avez repéré quand même que la manière, au-delà des décors, au-delà du choix des objets, des fauteuils, des voitures, le rapport de Jacobs à l'objet allait beaucoup plus loin dans sa mise en scène des cases, dans la manière dont il utilise visiblement vous avez retrouvé des manières et ça c'est le professeur de l'école Boulle sans doute, vous parliez à la fois d'art et d'utilité de l'objet et de la manière de le montrer. Oui, les cases qu'on voit sont extraites du premier album de Jacobs qui s'appelle Le Secret de l'Espadon, qui est donc publié entre 1946 et 1949 dans le journal Tintin, et puis ensuite en album à partir de 1950 et 1953 pour les deux tomes. Et en fait, les comparaisons là, qui sont établies, qu'on voit à l'image, ça part effectivement d'une lecture de l'album, non pas comme simple lecteur, mais comme designer. C'est lire l'album en essayant de se demander et de chercher la façon dont Jacobs aborde, je dirais, ou invente une manière de faire de la bande dessinée qui lui est propre, et notamment en incorporant à son art du dessin
qu'il a développé via l'école des beaux-arts, mais aussi via l'illustration de catalogues publicitaires et d'autres activités je dirais, de petits métiers des arts appliqués qui lui ont appris à dessiner de façon extrêmement détaillée, réaliste. Et je reviens, tu le disais tout à l'heure, à une forme de désir, puisque le dessin publicitaire doit susciter le désir. Et donc Jacobs, il a emmagasiné cette manière de dessiner qui ne fait pas que dessiner de façon réaliste, mais qui idéalise pour pousser à l'achat. Un catalogue de mobilier, un catalogue d'objets domestiques doit susciter l'envie de posséder cet objet. Donc il y a une manière de cadrer, de regarder l'objet, d'en rendre compte des effets, des textures, qui doit pousser à l'achat. Et donc ça, il le transfère dans la bande dessinée, notamment dans son art des couvertures, qui sont conçues comme des affiches publicitaires. Mais plus précisément, là, dans les cases, effectivement, la réflexion est partie de cette caractéristique de Jacobs dans ses bandes dessinées, puisque ce n'est pas que dans le Secret de l'Espadon, mais là en l'occurrence c'est la première fois, puisque c'est sa première histoire, je dirais d'incorporer d'autres langages graphiques que celui strictement de la bande dessinée telle qu'on peut la connaître, mais des langages qui sont ceux de l'architecture par exemple, puisque on sait que Jacobs pouvait intégrer une case qui soit une coupe d'architecture pour nous présenter les catacombes de Paris par exemple dans l'affaire du collier, et il y a d'autres codes. Alors tu évoquais tout à l'heure la publicité. Évidemment, la bande dessinée, de par son souci de lisibilité, la petite taille des cases, peut renvoyer à des étiquettes de produits, à des emballages, avec ce même souci de lisibilité qu'un logo qui doit demeurer lisible en étant tout petit. D'ailleurs, ça, c'est tout autant du design que de la communication visuelle. C'est aussi un parfait logo. Et donc, finalement, la question, elle est un peu partie je dirais d'un problème curatorial qu'on a eu avec Daniel Couvreur pour l'exposition qu'on a consacrée. Journaliste directeur d'exposition, commissaire d'exposition, puisqu'on avait l'occasion pour les 75 ans de Blake et Mortimer en 2021 d'exposer Le Secret de l'Espadon. On s'est demandé comment en parler d'une façon contemporaine et surtout d'une façon inédite, parce qu'il faut bien un propos. Et donc on s'est vraiment concentré sur les aspects technique de cet album et la façon dont Jacobs avait travaillé. Et en fait, la technique, elle n'est pas seulement représentée dans l'histoire, elle est aussi incorporée à la matière même du dessin par ses langages, par ses codifications, on pourrait dire, et notamment, ce qui est mis en évidence là, c'est non pas le lien avec la publicité qui a souvent été traité entre BD et pub, mais entre BD et un autre langage qui est celui du mode d'emploi. Et on voit qu'à l'ombre des grandes cases, là on en a une belle représentation avec beaucoup de détails, beaucoup de décors, une vraie ampleur de la technique. En fait, il y a assez régulièrement, et là on le voit dans la première case du 3e strip, un gros plan sur un détail. On voit qu'il y a un petit objet par terre, on a un gros plan sur les pieds. Et en fait, il y a beaucoup plus de ces toutes petites cases que des très grandes cases spectaculaires dans l'album. Et c'est à travers ce langage codé, celui du gros plan, du mode d'emploi, celui en fait de cet autre langage codifié qui émerge avec la modernité. Tout à l'heure, on évoquait cette ambition de progrès, de modernité au tournant des années 40 et 50. Et en fait, d'une certaine façon, Jacobs, il en est un peu l'un des précurseurs dans la bande dessinée, on pourrait dire, puisque là, on est en 46, on est juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et il invite déjà dans sa propre écriture, celle de la pub, on l'a dit, dont il est issu par l'illustration de catalogue et le travail avec des agences de publicité à l'époque, mais aussi il incorpore le dessin publicitaire. Il a également fait des vitrines pour l'innovation, donc il mettait également en scène des vitrines de grands magasins. C'est vraiment, on est à chaque fois, comme sur la vitrine, sur une question de point de vue, d'où je me place pour regarder et pour expliquer quelque chose. Et là, ce qu'il essaye d'expliquer à son lecteur, puisque l'histoire s'intitule Le Secret de l'Espadon, il y a donc une communication secrète, il y a à faire comprendre au lecteur comment circule cette information. Et donc, ce qui est assez passionnant dans cet album, c'est d'essayer de comprendre comment Jacobs invente une manière de découper et raconter son histoire pour non seulement mettre en scène le secret, mais aussi le dessiner d'une façon secrète par cette codification et toutes ces petites cases qui n'ont l'air de rien et qui s'inspirent très fortement des problématiques d'un mode d'emploi. Parmi les codes de la bande dessinée que vous évoquez, il y en a un, c'est la couleur. Et Madeleine 2000, vous avez, mis en couleur les albums de la reprise
10 ans après le décès de Jacobs, quand la série a été relancée, que Ted Benoît a réalisé avec le scénariste Jean Van Damme le premier volume, l'affaire Francis Blake. Vous étiez aux couleurs de cet album. Qu'est-ce que vous êtes allé regarder chez Jacobs pour comprendre son système de mise en couleur? J'ai tout regardé. J'ai même noté toutes les couleurs que j'ai fabriquées avec mes pinceaux, avec mes propres tubes, pour avoir une idée un peu de ce qu'il utilisait en fait. Et qu'est-ce qu'on pouvait retenir alors de ces observations? Et parfois des petites taches de couleur comme ça, vachement puissantes en fait, qu'on fait comme ça par exemple. Par exemple dans l'affaire Francis Blake, pendant un moment il y a le livreur qui part avec l'écharpe jaune. Mais moi j'ai fait un petit peu plus jaune. En fin de compte on le poursuit. Moi quand je l'ai fait j'avais l'impression de le poursuivre. Des petites choses comme ça quoi. Et ces intérieurs, par exemple, ils étaient les intérieurs de Blake et Mortimer, période Jacobs. On avait les références aussi sur les anciens albums. Et ils étaient marqués comment? Quelles étaient les ambiances? Parfois la palette. Oui, enfin c'est des couleurs assez cosy en fait. On les regarde en fait. C'est pas des couleurs anodines. C'est un peu comme de la peinture, je trouve. Il y a des... Oui, Didier. Jacob, c'est une formation de peintre. Hein. Oui, c'est frappant même. Il est à quelques années près, il a les mêmes profs que Magritte ou Delvaux. Donc c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la couleur. Et il faut raconter l'anecdote quand même. Mais c'est la rencontre entre Jacobs et Hergé. Jacobs, c'est lui qui va inventer la palette de couleurs d'Hergé. Et ça date de 1942, où Charles Laine, qui est l'éditeur d'Hergé chez Casterman, écrit à Hergé en disant « La guerre va bientôt finir », en 1942, il faut qu'on soit prêt pour quand elle sera finie, et les albums noir et blanc d'avant-guerre, ce serait bien qu'on les ait en couleur, comme Bécassine, ou d'autres albums pour la jeunesse qui existaient à l'époque. Et Hergé répond, si vous allez faire les couleurs de mes Tintins de la même façon que vous les avez fait dans les albums d'avant-guerre, c'est-à-dire que les couleurs étaient faites par des chromistes, il faut être conscient qu'avant la guerre, les couleurs échappent aux auteurs, en fait. Elles sont faites par les imprimeurs. Et donc, Hergé leur dit, je préfère que mes albums restent en noir et blanc. Sauf si vous arrivez à trouver un système qui permet de faire en sorte que les couleurs soient faites dans mon atelier, que je puisse diriger la personne qui va faire ces couleurs. Et là, ils vont mettre au point un système que tu as utilisé, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui est le bleu de coloriage, c'est-à-dire une mise en couleur sur la page au format de publication. C'est un vrai travail de minutie absolument extraordinaire. C'est comme ça que vous avez fait ce qu'on est en train de voir derrière nous, que vous pouvez voir en face d'ailleurs. C'est quel album? Celui-là, c'est celui-là, c'est les 5 Lords. Non, j'ai fait à l'ordinateur. À l'ordinateur. Ouais. Mais aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Et donc, ces tons de camailleux, parce qu'il n'y a pas de ton vif chez Jacobs, ces teintes de camailleux, etc., la palette est mise au point par Jacobs pour Hergé et dans Tintin. C'est de la couleur de Jacobs, même quand elle va être reprise plus tard par ses autres assistants. Revenons à Philippe Cuny. On n'a pas vu encore assez de lampes là. Cet été, il y avait donc à Nérac, en Lot-et-Garonne, une exposition rétrospective de ces échanges, parce que ces échanges que vous évoquiez, qui ont démarré donc en 2004 avec François Avril et son Léporello, ils se sont poursuivis. Vous n'avez eu de cesse de dialoguer finalement entre votre manière d'être créateur de bande dessinée de lampes et les auteurs de bande dessinée. Ces échanges, ils se poursuivent ? En fait, c'est un enchaînement de circonstances. Il y a eu une sorte d'effet de boule de neige qui a fonctionné à un moment donné.
Mais c'était pas tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, c'était des cadeaux que nous faisions entre nous, entre amis. Et puis, en fait, où j'avais peut-être une douzaine de dessins donc à la maison qui étaient au mur, qui étaient encore dans les dossiers. Et en fait, un verre, 10 ans plus tard, c'était en 2015, un verre à la maison 10 ans plus tard, où il y avait pas mal de dessinateurs qui sont là d'ailleurs ce soir. Jacques de Loustal, qui était présent, m'a fait comme une boutade. Il m'a dit, alors il paraît que si on te fait un dessin, une peinture avec ta lampe, il paraît qu'on gagne une lampe, on peut échanger une lampe. Il dit ça comme ça, d'une manière sympathique. Et moi j'ai dit, mais bien sûr, enfin, c'est évident. Et à partir de là, il y a eu l'idée de l'échange qui n'existait pas avant. Et un an plus tard, donc on a fait l'échange. J'ai eu une magnifique peinture de Jacques. Et en fait, assez naturellement, on a fait un verre à la maison pour fêter en fait l'arrivée de ce très beau tableau. Et en fait, c'est lors de ce verre à la maison que d'autres dessinateurs qui sont venus ont vu tous ces dessins, en plus du tableau de Jacques. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était amusant. Et en fait, parce qu'en fait, j'ai vu que ça amusait. J'ai vu que les gens trouvaient ça drôle. Et ça amusait. Pourquoi, si on se penche un peu là-dessus, c'est-à-dire que mettre ces lampes dans leur case, c'était aussi une manière de s'approprier, de jouer avec le réel. Tous les auteurs ne le font pas. Je veux dire par là qu'il y a des dessinateurs qui n'ont pas le goût de l'objet. Tu veux dire que tous les dessinateurs n'ont pas dessiné mes lampes encore non, mais même dans l'histoire, Reiser n'aurait sans doute pas fait ça, ou peut-être pas, enfin je ne sais pas. Il y a quand même... Est-ce que c'est lié à un style d'auteur, selon vous? Oui, peut-être, mais enfin moi je connais... L'idée, vous avez eu... Apparemment ça vous tente, cette idée. Oui, il y a un album très important qui est le 30-40 de Jost Swart pour Futuropolis. 30-40, 30 cm sur 40 cm, c'était une collection des éditions Futuropolis dans les années fin 70, début 80. Donc des grands livres designés par Étienne Robial. Étienne Robial, qui était le dirigeant de Futuropolis à l'époque. Surtout un très grand graphiste. C'est lui qui a fait la charte graphique de Canal+, par exemple. C'est lui qui a fait la charte graphique de À suivre ou de Métal Hurlant. Des revues de bande dessinée historique des années 80. Et donc, dans cet album, il y a un dessinateur qui s'appelle Jost Swart, de nationalité hollandaise, et il a un personnage qui s'appelle Macassar, le professeur Macassar, qui va expliquer ce que c'est que le stylatome. Parce qu'il parle de cette ligne claire qui est rétro-futuriste. Qui ira, alors là on a Sabotage, qui est une de Daniel Torres, qui lui est en Espagne, espagnol. Il est de donc Valence. on va aller des Pays-Bas jusqu'en Espagne. Jusqu'au Canada, en Italie. En fait, ce style va prospérer. Et on peut le définir ? Oui, parce qu'il y a une différence entre la ligne claire et le style atome. Prenons un exemple. Tillieux. C'est pas du style atome. Tillieux, Gilles Jourdan, par exemple, voilà. Les aventures de Gilles Jourdan. En revanche, chez Franquin ou chez Will, on a un style atome. Et c'est quoi la différence ? Le grand dessinateur, notamment de Tif Tondu. Jost Swart le définit. C'est un style. Le style atome est un style joueur avec le design. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qui fait que Jacques Martin, c'est de la ligne claire, mais ce n'est pas du style atome. Donc, à partir du moment où on joue avec le design, et c'est le cas par exemple chez Serge Clair ou chez beaucoup de graphistes des années 80, la notion de jeu, elle est très importante, et c'est ce qu'on retrouve dans ton échange de lampes, c'est-à-dire qu'ils vont jouer à mettre cette lampe dans leurs histoires, et ce style
ce style qu'on va retrouver, cette ligne qui est la tienne, ils vont se l'approprier et ils vont jouer avec. De la même façon, dans Godefroy de Bouillon, de Chaland. Ici, c'est pas exactement du style Atome, mais il y a quand même un jeu qui consiste à jouer avec les codes de la vieille bande dessinée. C'est-à-dire que cette collection Atomium, au fond, c'est quoi? C'est la rencontre entre une nouvelle génération d'artistes. On dit collection Atomium que vous avez lancée avec votre frère. Publié, oui, c'est cette collection-là. Et la maquette, elle est complètement d'Yves Chaland. Et en fait, la toile rouge évoque les albums du Lombard qui étaient ceux de Black et Mortimer. Le personnage s'appelle Freddy, comme Freddy Fred de JG, et Lombard, la maison d'édition du Lombard. Et Godefroy de Bouillon est une allusion directe à une BD de Sirius dans Spirou. Donc il y a un jeu, pas seulement avec le design, il y a un jeu avec la culture, avec l'histoire, avec une histoire de la bande dessinée qui est en train de naître à ce moment-là. Et c'est tout ça qui compose cette génération. Et chez Tête Benoît, on retrouve, et chez Juillard d'ailleurs, on retrouve cet intérêt pour regarder les objets, pour leur qualité, leur beauté esthétique, pour ce qu'ils portent aussi. Il y a là, on va retrouver l'art africain, enfin il y a plein de références et qu'ils vont intégrer dans leur BD comme ils le font avec la lampe de Cuny. Je voudrais peut-être que la salle puisse s'exprimer, poser 2 questions ou faire quelques remarques. Juste un mot, combien aujourd'hui avez-vous de planches, de dessins, d'images dans lesquelles se retrouve votre lampe, Philippe Cuny? En fait, comme il y a eu cette exposition à Nérac cet été, je sais qu'il y en avait 65 dessins et peintures de un peu plus de 40 auteurs. Mais je voulais juste dire une petite chose, qu'on a parlé de Will là, il y a 2 minutes. Et en fait, Willy Maltête qui dessinait donc Tif et Tondu avec au scénario Maurice Rosy. Et en fait, moi j'ai Tillieu. Alors après Tillieu, ouais, mais enfin moi ma période préférée c'est plus celle de Maurice Rosy, et je voudrais dire que j'aimerais vraiment dire que pour moi c'était une bande dessinée absolument géniale et qui certainement m'a inspiré tout autant que peut-être effectivement ma lecture de Modeste Pompon ou Spirou, Les Pirates du Silence, parce que dans Tif et Tondu il y avait du design mais il y avait de la peinture. Il y avait de la sculpture, la peinture, il y avait de la peinture figurative et de la peinture abstraite. Il y avait de l'abstraction géométrique, de l'abstraction lyrique. Il y avait dans un Tif et Tondu, on peut voir une peinture de Calder ou Miro à côté d'une tapisserie de Busson. Je veux dire, il y avait vraiment un univers décoratif absolument exceptionnel dans Tif et Tondu, qui était une valeur ajoutée en plus au génie des histoires, au génial dessin aussi de Will. Et moi, ça m'a marqué. Et je voulais dire, c'est une super BD, quoi. Une remarque, une question dans la salle? Je ne vois pas de main qui se lève. Oui, si, là-bas, le micro arrive. Emma, merci. Moi, j'ai une question très naïve, mais après tout, on est à la DAGP. Est-ce qu'il y a des droits d'auteur quand on utilise des pièces de design dans les BD? Pour le designer, j'entends. Non. Réponse de Madeleine? Non. Non. Non, en fait, micro. En ce qui me concerne, appartement, on est toujours dans des histoires d'amitié et d'échange. Je ne pourrais pas leur faire le coup de leur demander, une fois qu'ils ont dessiné mes lampes, de l'argent. Mais après ça, je ne sais pas. J'ai une question subsidiaire. Au-delà de moi, je ne sais pas. J'ai une question subsidiaire. Quand une planche comme celle-ci paraît et ensuite apparaît dans la presse, par exemple, est-ce que seul le dessinateur est concerné par les droits ou est-ce que la lampe qui apparaît dedans est concernée? Je ne sais pas. Et là, je vois les gens de la DAGP qui se prennent la tête en disant « je ne me suis jamais posé la question ». On s'est posé la question pour les lampes de Philippe Cuny. En théorie, il pourrait y avoir un certain type de droit sur le passage de vos œuvres dans des dessins publiés. Ouais. C'est une question intéressante. Ça doit peut-être passer par le service juridique, mais... C'est une question intéressée. C'est une question intéressée, répond Didier Savonique.
Autre question, autre remarque? Oui. Le micro pour monsieur, s'il vous plaît. Puisqu'on a la chance d'avoir un Belge avec nous, l'apport du surréalisme ou des surréalistes sur le design, c'est une question naïve, hein, mais... Oui, tu parlais de Magritte tout à l'heure. Oui, justement, au Rencontre Challenge, je citais Magritte, la veuve de Magritte qui répondait on dit que mon mari est un peintre naïf, est-ce que je suis naïf, moi? Donc, il faut le dire avec l'accent bruxellois. Cuvelier disait de Magritte que c'est Jacques Van Melkebeek qui disait de Magritte. Jacques Van Melkebeek, qui est un personnage important dans l'histoire de la bande dessinée franco-belge, mais qui était dans la biographie s'appelle Dans l'ombre de la ligne claire, qui était parce que lui n'avait pas été très du bon côté sous l'occupation, il a été très discret ensuite, mais important ensuite dans la manière de gérer notamment le journal Tintin ou les scénarios de Tintin et Milou. Voilà, surtout Jacques Van Melkebeek, vous le connaissez. Et Jacobs. Vous le connaissez puisque c'est dans Black et Mortimer, c'est son portrait en fait. D'accord. Donc vous le connaissez. Et donc Jacques Van Melkebeek était peintre, qui était un peu l'accoucheur des scénarios de Jacobs. Benoît Mouchard parle d'une collaboration propédeutique. Jacques Van Melkebeek était un grand érudit qui a également travaillé avec Hergé, qui fournissait des idées à Hergé. Et un grand critique aussi, il disait de Magritte que c'était un peintre de papier peint. Donc il avait cette espèce de rosserie. Mais pour répondre, oui, le surréalisme, d'abord le surréalisme n'est pas que belge, même si la Belgique, on peut voir par exemple avec le gouvernement français aujourd'hui que le surréalisme est bien partagé. Et donc les Belges ayant vécu sans gouvernement pendant plus de 500 jours connaissent bien l'histoire. Non, oui, bien sûr que le surréalisme joue son rôle par le décalage des situations. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal de rêves dans le travail d'Hergé ou dans le travail de Jacobs. Mais je dirais que le design, ça passe par autre chose. Ça passe par une vraie réflexion sur la représentation de la réalité. Tout à l'heure, on a vu un dessin de Jacobs. On voyait quelques traits au fusain sur le mur. Regardez dans Tintin, par exemple, L'Île Noire, surtout les éditions d'avant-guerre. À un moment, il y a un train, le train Locomande, si la ligne claire, c'était la perfection dans la représentation, il représenterait chacune des rames du chemin de fer et également les fils électriques. Eh bien, on s'aperçoit qu'il ne les dessine pas. Il y a un moment où le dessin devient schéma, devient une espèce de synthèse. Et ça, c'est un génie qui est propre à la bande dessinée. C'est quelque chose que... et les mauvais dessinateurs, justement, tombent dans ce travers. Pourquoi Bob Demore est un moins bon dessinateur qu'Hergé? Parce que lui, quand il dessine un mur, il va faire toutes les briques. Hergé, il en fait 3. Et 2 petits traits, et ça suffit. Et ça, c'est des choses que les modernes, comme Tête Benoît ou Yves Chaland, ont compris. Ils ne se contentent pas seulement de jouer avec le design, ils regardent aussi, ils travaillent sur la lisibilité, et cette lisibilité, ce travail de lisibilité va très loin. Par exemple, pourquoi les cases d'Hergé ou de Jacobs sont écrites en minuscules? C'est pas, elles sont en majuscules souvent dans les récitatifs, mais dans les cas parce qu'il y avait une réflexion. Les Schtroumpfs, c'est la même chose, c'est que les enfants apprennent à écrire en cursive, et donc comment on s'adresse aux enfants, ils ont mis au point une police en cursive, en ronde Caroline, comme on dit. Et voilà, donc ça va très loin. C'est juste du bon sens. On est passé aux enfants. Un dernier mot adulte, juste pour rappeler que dans la grande exposition consacrée
à Jacobs, je crois que c'était celle-là, aux Arts et Métiers. L'espadon que vous avez là, c'est un espadon qu'on a retrouvé dans... Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans... L'histoire est assez rocambolesque encore, parce qu'effectivement... Dans ce sera le mot de la fin, mais l'anecdote vaut la peine. L'anecdote, c'est qu'effectivement, lorsqu'on préparait cette exposition, donc, qui a eu lieu en 2019, sur le deuxième semestre 2019, l'une des étapes du processus, c'est d'aller aux réserves du musée des Arts et Métiers. Alors, je vais essayer de faire court sur les Arts et Métiers, mais grosso modo, pour ceux qui le connaissent, il y a 3500 objets dans les collections permanentes, il y en a 80 000 dans les réserves. Il faut imaginer qu'en fait, le vrai musée des Arts et Métiers, il est là-bas, il est à Saint-Denis, c'est immense, et qu'évidemment, quand on a le privilège d'être commissaire d'une exposition aux Arts et Métiers, le moment où on va visiter les réserves à Saint-Denis, où on a l'immense porte qui s'ouvre comme Stargate, où on rentre dans un endroit absolument privilégié, vous avez des centaines de mètres linéaires d'objets plus improbables les uns que les autres, dans tous les domaines et toutes les catégories d'objets. Et nous nous sommes rendus avec Thierry Belfroy, puisque nous travaillions tous les deux sur cette exposition. Et à un moment, on avise en hauteur sur un rack une espèce d'objet aérodynamique bleu et blanc, comme l'espadon qui est là. Et la collègue en charge de nous faire la visite des réserves et de nous cornaquer, on va dire, entre les allées, nous dit oui, c'est turbogénérateur espadon. Même nom, même couleur, on s'étonne, on se dit bon, celui-là vraisemblablement on va le faire descendre, ça vaut le coup de le regarder de plus près quand même. Et donc on commence à chercher, évidemment la fiche technique de l'objet n'expliquait pas pourquoi il s'appelait espadon, ni s'il y avait le moindre lien avec l'espadon de Jacobs, et éventuellement, puisque c'est ça l'anecdote, lequel des deux a influencé l'autre. Donc on cherche. On cherche, ce turbogénérateur espadon date de 1954. Donc déjà chronologiquement, il est après l'espadon de Jacobs, mais quand même, ça ne suffisait pas à prouver l'antériorité. Ce turbogénérateur, on le devait à une firme française, Hispano-Suiza, qui a été chargée après la Seconde Guerre mondiale de développer l'aviation civile en France. Et on apprend donc que ce turbogénérateur a équipé le premier avion français à passer le mur du son. Ça, c'est grosso modo toutes les informations que nous ont données les Arts et Métiers. Et donc, on cherche, on lit, on essaye de trouver autant d'infos que possible. On cherche évidemment du côté de Jacobs aussi pour voir, puisque Jacobs était un fervent lecteur de revues scientifiques, techniques, il était abonné à tout un tas de revues, notamment Science et Vie et d'autres revues qui lui permettaient d'alimenter sa curiosité sur tous les sujets techniques. Et il s'avère qu'on finit par trouver l'info, c'est qu'effectivement, les ingénieurs d'Hispano-Suiza, lecteurs du journal Tintin, choisissent un nom pour leur projet. Et là, on est encore une fois dans du design, mais vraiment côté ingénierie et recherche de pointe, où on trouve une autre fonction du design qui est de donner un horizon commun à une équipe pluridisciplinaire. Grosso modo, le design, pour le définir encore d'une autre façon que toutes celles qu'on a déjà évoquées, c'est de sauter par-dessus l'ignorance d'un projet innovant, c'est-à-dire on n'a pas les connaissances, on n'a pas la technique, on n'a pas les moyens, on n'a rien, mais il y a quand même quelqu'un, le designer, qui arrive à préfigurer par une maquette ou un dessin ce que doit être ce résultat. Et donc ça donne un horizon commun à la recherche et tous les gens qui gravitent dans l'équipe technique regardent du même côté. Et en fait, pour regarder du même côté de ce projet innovant qui deviendra le premier avion français à passer le mur du son, tout le monde s'entend sur le fait que l'espadon est l'horizon vers lequel il faut regarder. Et donc naturellement, ils appellent ce projet espadon. Turbogénérateur, et il est bleu et blanc comme celui de Jacobs. Et donc la réalité succède à la fiction dans ce cas-là, et Jacobs en tirait une immense fierté, puisque lui-même, à plusieurs reprises, a eu l'occasion de montrer, preuve à l'appui, photo à l'appui, et si vous avez regardé l'actualité ces dernières semaines, vous avez vu que l'espadon est toujours en avance sur son temps, puisqu'il y a encore des nouveaux prototypes d'avions qui tendent vers cet imaginaire qu'a posé Jacobs avec l'espadon, c'est-à-dire le sous-marin volant, capable de décoller ou au contraire de plonger. Et aux Arts et Métiers, c'est vrai que c'était l'une de nos petites fiertés à l'occasion de cette exposition, c'est dire, vous voyez, c'est pas que la BD qui s'inspire des sciences, c'est-à-dire l'imaginaire qui va s'inspirer de la réalité, mais c'est aussi la réalité qui s'inspire de la fiction, et en l'occurrence là de la bande dessinée. Et voilà pourquoi le premier satellite français s'appelle Astérix. Aussi. Merci à Philippe Cuny, merci à Didier Passamonique, merci à Éric Dubois, merci à Madeleine Demille. Merci à tous. Vous aviez un dernier mot, monsieur, juste là, Emma.
Oui, pour ceux qui voudraient compléter cette belle réunion de ce soir, en janvier 2019, le festival d'Angoulême, par son président, a fait une exposition sur BD et design. Et ce président, Dominique Bréchotto, qui était professeur aux d'art appliqué, avait dépouillé 25 000 albums de BD pour trouver plus de 6 000 images à travers la bande dessinée plus moderne. Et même des auteurs comme Jacques Hamon, où a placé des fauteuils. Enfin, là, on parle de lampes ce soir, mais il y a eu beaucoup de fauteuils dans la bande dessinée, même dans Bretéché, même dans beaucoup de... Donc pour ceux qui s'intéressent à ça, je vous invite à essayer de trouver le catalogue de janvier 2019 sur cette belle exposition. Donc voilà. Merci à vous. Merci à tous d'être venus nous écouter. Et je crois que nous allons maintenant boire un verre. Merci. Merci.